Bonjour tout le monde. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à intervenir et à interagir pour avoir plus de précision. Si vous voulez également tester des exos, alors peut-être pas que vous avez envie de faire toute la séance, il y a Béranger qui va m'aider pour démontrer. Mais s'il y a des moments sur des protocoles de prévention ou sur circuit de musculation à poids de corps ou l'échauffement qu'on fera à la fin de la séance, vous voulez tester des exercices, sentez-vous libre de vous lever et de venir tester un peu ce que je vous propose. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous ferez toute la séance et que vous allez transpirer, et sachant qu'on va beaucoup se centrer sur des routines de prévention de blessures, donc ça va être assez soft. Parce que Béranger s'inquiétait un peu, mais ça va être assez soft. L'idée, au-delà de faire de la préparation physique pour prévenir les blessures, bien sûr, il y a d'autres facteurs. Il y a l'alimentation. Donc c'est sûr que c'est compliqué peut-être pour vous d'informer un peu vos sportives, parce que c'est NF2, NF3, c'est ça, sur comment s'alimenter. Mais souvent, s'il y a des douleurs récurrentes des deux côtés, des deux genoux, des deux tendons d'Achille, vous êtes aussi accompagné par un staff médical, c'est souvent qu'il y a un problème alimentaire ou soit d'hydratation. Parce que souvent, en plus, les jeunes ne boivent pas assez, et en particulier pas assez d'eau. Moi, ça m'a surprise cette année avec les moins de 20. Ils nous disent qu'ils boivent, mais en fait, ils boivent toujours des petits trucs un peu sucrés, et du coup, ça ne favorise pas à la récupération et ça accentue la bobologie. Au-delà de ça, il y a aussi la gestion de la charge. Aussi, si vous avez, je ne sais pas si je ne me rends pas compte si vos sportives elles travaillent à côté. Il y en a pas mal. Donc, peut-être aussi avoir connaissance un peu des activités de chacune et de la vie familiale de chacune. Ça peut aider à comprendre et des fois un peu à soulager les entraînements parce que c'est une charge importante. Est-ce qu'il y en a qui sont mamans dans les jeunes filles que vous avez ? Donc c'est aussi, ça fait partie des considérations à avoir. Et aussi, il y a aussi un des facteurs de la blessure, c'est aussi le stress, l'anxiété qui peut être lié à la compétition ou au rôle, au statut que la joueuse peut avoir dans votre équipe. Et donc, si vous sentez que la joueuse n'est pas bien ou autre, ne pas hésiter à la voir et à échanger. Ça, c'est mon côté un peu psycho, mais c'est vrai que le stress est aussi un facteur important de blessure. Donc voilà. J'ai voulu présenter différentes routines parce que cette année, j'ai eu l'occasion de tester avec les moins de 20. Parce que j'étais toujours surprise à chaque campagne qu'elles ne se souviennent pas des exercices qu'on faisait en fait. Alors que je les vois d'année en année. Moi, je trouvais que c'était quand même pas très compliqué. Et pour la plupart d'entre elles, c'est leur métier. Soit elles sont au centre fédéral, ou soit elles sont en Ligue 2, elles vont pseudo à l'université. Donc du coup, j'ai voulu garder les mêmes exercices et qu'elles répétaient soit un jour sur deux, ou soit tous les jours. Sachant qu'en campagne en équipe de France, on a la chance de les avoir pendant 1 mois et demi et qu'elles s'entraînent tous les jours. Et de faire simple, mais un petit peu tout le temps. Donc voilà un peu les différents thèmes dans lesquels je vais vous présenter différents protocoles qui sont assez simples. Il faut savoir aussi que la pratique du basket, elle nous déséquilibre. Si vous voyez par exemple la natation, quand il nage le crawl, il commence, comme c'est une pratique excessive, on a tendance à s'enrouler au niveau du dos. Dans le basket, c'est pareil, c'est plutôt le shoot. Donc notre pratique, elle invite forcément à faire des exercices pour rééquilibrer le corps. Souvent également, les ischios ne sont pas assez forts par rapport au quadri, parce que dans la pratique du quotidien de basket, c'est quand même souvent mon quadri qui est sollicité, sauf que l'ischio, il est quand même sollicité dans la plupart des trajets de course. Donc c'est important de le renforcer. Et au quotidien, dans mes postures, je vais plus solliciter mon quadri que mon ischio. Donc on verra un exercice assez simple avec le Swiss ball, où c'est important, surtout chez les filles, où le ratio ischio-quadri est très faible. Les filles sont assez faibles des ischios, donc c'est important de manière récurrente de les renforcer. Ce qui est un des facteurs du croisé en fait, c'est une des explications, au-delà d'autres facteurs. Donc notre activité elle nous déséquilibre aussi, on fait également tout à l'intérieur dans le basket, d'accord ? On n'est pas comme dans de la gym où on fait des saltos arrière ou autre, donc on est beaucoup à l'intérieur, dans notre quotidien on est beaucoup à l'intérieur, donc on essaiera de faire des exercices pour se redresser un peu, à la fois au niveau du dos, et insister sur le fait de faire beaucoup de dorsaux et beaucoup de travail de la chaîne postérieure, en renforcement. Déjà, parce que quand je vous parle, là, mon dos, il ne travaille pas, je suis avachi. Là, je vais le travailler,
et je vais le solliciter. Sachant que dans une journée, combien de fois on sollicite le dos, à peu près? Les muscles du dos. En nombre de fois où on peut dire que les lombaires se contractent. C'est dur de trouver, c'est à peu près 2000 fois par jour. Donc c'est un muscle de la posture, d'accord? Dans notre activité basket, on n'est pas amené, à la différence de la gym, à solliciter une fermeture importante du haut du corps, ni à l'extrême en arrière. Donc il n'y a pas réellement intérêt à faire des abdos avec une grande fermeture devant, et ni au niveau des dorsaux d'aller faire ce qu'on appelle la chaise romaine. Vous basculez devant et vous redressez. Notre activité basket, elle nous invite rarement à solliciter des dorsaux et des abdos dans des grandes amplitudes. Si on ferait de la gym, ce serait autre chose. Si vous faites rondade flip, etc., dans ces cas-là, il faut se préparer à fermer vite ou ouvrir vite. Donc je ferai des exos dans cette idée-là. Autrement dit, on verra que quand on propose des abdominaux, souvent il faut faire attention à ce que le coccyx et la tête ne se rapprochent pas. On verra différents types d'exos. D'autant plus chez la femme, donc vous me dites que vous avez eu des mecs. Il faut savoir que dans les sportifs de haut niveau, il y en a 60% qui ont des pertes urinaires. Donc vous avez la chaîne abdominale et vous avez la chaîne pelvienne qui passe en dessous. Donc quand vous avez un enfant, vous devinez un peu ce que c'est le périnée et vous devinez où sont les muscles pelviens. Et souvent quand on fait des abdos, si on contracte fort, ça pousse vers le bas et ça invite à descendre les organes vers le bas. Donc il y a quelques repères à avoir si vous faites mal les abdominaux. C'est d'autant plus important chez la femme. Donc si je ne me trompe pas, c'est un public féminin. Donc il faut être sensible à ces aspects-là. On en parle très peu, c'est tabou. Mais donc il y a des exos bien faits, sans forcément expliquer de penser aux muscles pelviens, qui évitent ou qui préviennent de ces aspects-là. Donc voilà un peu tout ce qu'on va traiter. Il y a aussi, du coup, quand on parle des abdos et des dorsaux, souvent le ratio, quand on propose des exos, il faudrait faire 2 tiers d'abdos, 1 tiers de dorsaux. Et souvent, on ne fait que des abdos. Je me trompe? Donc du coup, en gainage avant ou en gainage, souvent on est aussi souvent vers l'avant et assez peu vers l'arrière. À l'idéal, il faudrait faire 2 tiers, 1 tiers. Moi, maintenant, comment je fonctionne, comme on sollicite beaucoup de devant et pas assez derrière, je fais 50-50. Quand on fait des abdos, on fait autant de dorsaux. Des deux côtés. J'équilibre les deux. Normalement, ça serait 2 tiers, 1 tiers. Donc voilà pour vous donner un peu des repères. Également, quelques exos des abdos, souvent on s'accroche les pieds, il faut être vigilant parce que ça appuie au niveau du bas du dos et c'est pas optimal. Et de la même manière que dans l'exécution des abdos, il n'y a pas réellement de pertinence. Souvent, je vois les jeunes filles d'aller vite dans l'exécution. Les abdos, plus ils sont contrôlés, plus ils sont faits de manière lente, mieux c'est. D'accord? Généralement, dans la pratique basket ou au quotidien, c'est des muscles stabilisateurs. Donc, je ne vais pas vite fermer mon devant. D'accord? Donc, c'est important. Dans la cadence, pour bien exécuter, de faire lent et contrôlé. Voilà de ce qu'on va traiter. Il y a également souvent, je vois dans des exercices qui sont faits dans le basket, pour prévenir des blessures, moi j'éviterais de faire des sauts en plus de la pratique de basket. Je m'explique. C'est-à-dire que si on fait un travail d'appui, un travail de vivacité, à la rigueur, je fais un peu de corde à sauter pour travailler la coordination, mais je ne vais pas m'amuser à faire sauter les filles, parce que moi je parle des filles, des bancs ou autre, je ne vais pas en rajouter en plus de l'activité basket. Pourquoi? Parce que déjà, quand on joue au basket, il y a beaucoup de sauts, et au contraire, je préférerais mettre le focus sur le renforcement musculaire, prendre du temps sur renforcer mes quadris, mes ischios, être gainé pour pouvoir bien sauter, que plutôt de lancer des gens dans des sauts qui ne sont pas forcément prêts. Et déjà, l'activité basket, on en propose assez, donc je ne vais pas en rajouter. Voilà, c'est un peu ma philosophie. Mais par contre, de temps en temps, j'utilise la corde à sauter sur des séquences de 20 secondes, sur des traversées, mais sur des jeux de coordination. Jamais je le fais en échauffement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on se lance directement en échauffement, donc on arrive, l'entraînement commence, je saute à la corde, je suis allé faire ma journée à la fac ou ma journée de boulot, mais mes tendons, mes ligaments, mes muscles, mes épaules, elles ne sont pas prêtes à enchaîner 200 sauts à la corde. Il y en a qui le font, s'ils se sentent bien de le faire, ils peuvent le faire, mais je n'utilise jamais la corde à sauter à l'échauffement ou pour un effet cardio. Donc voilà. J'aimerais savoir qui va en salle de muscu tout au long de l'année. Personne? C'est une salle de muscu qui est jointe à la salle, qui est collée à la salle?
Non? Qui vous demande à chaque fois d'y aller, du coup de... Donc les joueurs, ils vont en autonomie. Les joueuses, ils vont en autonomie. D'accord. Elles ont un programme qu'elles suivent et... qui fait de la préparation physique tout au long de la saison? Quoi à peu près? Vitesse, souplesse ou... Un peu de tout? Circuit muscu, un peu de... Travail d'appui, vivacité? Un petit peu tout le temps de manière récurrente ou surtout à une période de la saison? Moi, par exemple, les abdos, les dorsaux, j'ai fait une fois par semaine. Super. Et après, tout ce qui peut être travail de renforcement au niveau des cuisses, des ischios, pompe, tirage, c'est un circuit en fait. Une fois par semaine. Ça prend combien de temps? Moi, j'ai fait, admettons, tous les jeudis, j'ai fait les abdos dorsaux, à peu près, ischio. Les pompes, les triceps, j'ai fait 3 fois par semaine, 3 entraînements par semaine. D'accord. Ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes. Parfait. Les autres? Pas forcément. Après, je suis en centre de formation. Du coup, tu es en centre de formation où? Sur l'AT, Montpellier. D'accord. Les autres, pas forcément de manière récurrente ou régulière chaque semaine. D'accord. On va voir un peu les bobologies possibles. Il y a le docteur Gérard Murg dans la saison 2012. Bon, c'est des stats de Ligue féminine, mais il ressemble fortement à vous. Les principales blessures, 70% des blessures, c'est les membres inférieurs. Tout ce qui concerne le bas, principalement le genou, à 25%. Donc que ce soit les croisés, le ménisque. La cheville à 20%, le pied, la cuisse, la colonne, la main et l'épaule. On va voir également que dans le circuit que je vais vous proposer, souvent les entraîneurs, ils se plaignaient, je les entendais se plaigner, pas se plaigner, mais quand on allait en stage, à chaque fois ils disaient aux filles, mais défendez, mettez vos bras là. Sauf que dans notre quotidien, on en fait aussi moins avec le haut du corps. Et souvent, si les filles, elles défendent pas pendant des heures comme ça, c'est juste parce qu'elles n'ont pas de force. Donc on verra juste un exo avec des poids légers, comment inviter ou développer cette capacité à garder les bras en haut. D'accord? Mais on fera avec des charges légères. Parce que lever les bras en l'air, je n'ai pas de poids. Il n'y a pas besoin d'aller prendre des charges de 5 ou 10 kg et d'aller les amener au-dessus de mon épaule. Mais c'est un protocole que j'ai mis en place cette année. Comme ça, les filles, elles ont compris maintenant qu'elles étaient fortes du haut et qu'elles pouvaient défendre et que les entraîneurs étaient satisfaits parce qu'elles pouvaient rester. De la même manière, si souvent les filles elles ont du mal, ou même les garçons, à descendre et à rester fléchis, c'est pas par mauvaise volonté, c'est soit par raideur au niveau des ischios ou des chevilles, et soit aussi parce qu'ils n'ont pas de force et que de rester comme ça, de défendre, ça demande un certain niveau de force. Du coup, je me redresse plus souvent et je reste moins fléchi à la demande de l'entraîneur. À la différence que ce que souhaite l'entraîneur. Souvent, toutes les tendinopathies, les douleurs au niveau du genou, toutes les tendinites, s'il y a un traitement préventif régulier des routines, on va en voir, normalement elles disparaissent. C'est vrai que notre activité, basket avec des sauts, des changements de direction, elle invite à ce qu'on ait des tendinites autour du genou. Donc, par défaut, les filles, elles le savent, je pense, si elles vont chez le kiné, je pense que le kiné leur a dit, mais de manière régulière, il faut qu'elles fassent leur routine de 5 minutes sur comment renforcer autour du genou pour avoir moins de douleur. Et c'est pas parce que j'ai mal que je fais pas de muscu. On verra, peut-être qu'on ne fera pas à des amplitudes importantes parce que ça sursollicite et que la fille, du coup, elle a mal au genou. Mais par contre, on travaillera en statique. Et travailler en statique, c'est important. Il faut quand même continuer à renforcer les ischios et les quadris, même si on a des tendinites au niveau du genou. Et après, pour rendre un peu plus difficile, on se mettra sur des WAF ou sur des bossus. Mais souvent, les filles, elles arrivent, moi, elles me font « ouais, mais là, j'ai une douleur, là, Virginie, non, je ne peux pas fléchir, je ne peux pas faire cet exo, je ne fais pas. » Non, on fait la chaise, on reste il y a toujours quelque chose à faire. Sinon, après, votre corps, on a encore moins de force. Et après, encore, c'est pareil, je vais encore avoir plus mal. Donc, essayez des fois, il faut gérer un peu cette douleur. Il faut qu'elle gère cette douleur. Je comprends bien que c'est pas simple. La chaise La chaise sur le mur? Ouais, souvent. Pourquoi? j'ai envie de dire que s'il n'y a pas assez bien pour les genoux.
C'est un moindre mal, j'ai envie de dire. C'est peut-être mon exercice premier. Donc je le mets contre le mur. Soit je la mets à 120 degrés, 90 et en dessous. On reste 30 secondes à chaque posture. Moi, c'est dans mes circuits. Bon, il y a plutôt de pertinence à changer d'exercice plutôt que de rester longtemps. Voilà. Après, on va passer soit sur un travail en iso, juste là, quand je te parle comme ceci, soit en fente sur une jambe, on reste en isométrie. Et après, l'évolution après, je me mets sur des sols un peu plus instables. Mais la chaise, oui, je la fais volontiers. Voilà, pour les donner un peu les repères que je voulais vous donner un peu sur les pathologies. Et on va enchaîner un peu avec les protocoles. Donc on va commencer par le dos, après on va avoir le genou, le haut du corps, la cheville. On finira par on partagera un peu savoir si c'est les circuits de muscu que vous faites, mais on fera pour moi ce que j'appelle un circuit de muscu à poids de corps de base, qui permet d'être en bonne santé, qui permet de développer un niveau de force qui est convenable, je pense en national 2, en national 3. Mais si vraiment on veut développer de la force, on est d'accord que l'étape ultime, ça serait d'aller en salle et de porter un peu plus des charges. On est d'accord. Mais là, on est là pour prévenir des blessures et pour avoir quelqu'un avec un corps sain et pas forcément chercher à développer de la force. C'est pas quelqu'un qui joue en ligue ou en proie, donc on va rester là-dessus. Avec une ossature d'exercice qui pour moi est toujours la même, les filles elles la connaissent. Et ce qui change à chaque fois pour accentuer un peu la difficulté, c'est le travail qui va se faire en amont avant l'exercice, un travail de pré-fatigue qui rendra l'exercice un peu plus difficile, soit le sol qui est un peu moins stable, et après un travail de sortie d'exercice qui s'orientera plutôt vers un travail explosif quand on se rapproche de la saison. Et ce circuit, vous allez le voir, la première fois il faut l'expliquer, ça prend un certain temps, et après ça prend un quart d'heure. En fin de séance, les filles elles se mettent, elles tournent, ça prend un quart d'heure. Bon, en équipe de France, on va plus souvent en salle de muscu, et on va après davantage sur les machines. Mais si je vais dans une structure où il n'y a pas de salle de muscu, j'ai mon matériel et on fait quand même des séances de muscu un jour sur deux, tout le temps. Pendant 1 mois et demi, moi je faisais tout le temps de la muscu un jour sur deux, soit sur machine, soit un petit circuit à poids de corps. Concernant le dos, donc je vais pas mal aborder un peu la notion de dos. Vous l'avez compris, il n'y a pas d'intérêt d'aller faire d'exercices à grande amplitude. Donc la chaise romaine, je ne sais pas si vous voyez la chaise romaine, tout ce que c'est une sorte de planche là, de table, où vous baissez, vous fermez le dos et vous vous redressez. Ça vous parle un peu ou pas du tout? Cet exercice, moi je ne le fais jamais, sur la simple et bonne raison que c'est très sollicitant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Et donc moi je ne le fais pas. Je fais tout ce qui est travail des dorsaux, je le fais au sol. Mais c'est vrai qu'on peut être tenté de le faire quand elle est en salle de muscu, mais je ne vois pas l'intérêt parce que dans le sens où la personne que je vais mettre dessus, elle ne va pas être forcément préparée à avoir un dos très fort. En fonction de la taille de ma personne, ma fille elle fait 2 mètres ou elle fait 1m60, c'est pas pareil. Celle qui fait 2 mètres, l'apport il va falloir qu'elle lève sa carcasse. Donc c'est pas facile. Et en plus souvent il y a une hyperextension au niveau des genoux qui fait qu'on est mal placé. Donc celui-là, à bannir, moi je ne le fais pas. Par contre, le dos il est lié à toute une chaîne. Et souvent, en fait, plus les garçons que les filles d'ailleurs, on a des raideurs au niveau des ischios parce que très peu sollicités et ce qui fait que ces raideurs au niveau des ischios créent des tensions au niveau du bas du dos. C'est jamais la zone qui est raide qui fait mal proprement dit. Parce que je suis raide des ischios, je ne vais pas avoir mal là. Par contre, je vais avoir mal au bas du dos parce que mes ischios sont tendus, ça va tirer sur le dos. Donc c'est pour ça que c'est important d'étirer les ischios. On verra que d'habitude, les sportives elles ont l'habitude de s'étirer en fin de séance en étirement passif, tranquille, on s'étire les ischios. Et assez souvent, moi, on verra un échauffement, je fais souvent des exercices d'assouplissement actif où bien souvent on va aller étirer derrière et on va aller à des amplitudes à froid. Pourquoi s'étirer à froid? Quand je m'étire à froid, mais bien sûr on s'étire 5-10 secondes, on ne reste pas pendant 1 minute. Je sollicite en fait directement mes tendons, mes ligaments, l'enveloppe de mes muscles. Alors que quand je m'étire à chaud, ce qui est bien aussi de s'étirer à chaud à la fin d'un entraînement, je restitue uniquement la longueur des muscles. Mais les tendons et les ligaments sont chauds, donc je ne les étire pas. Et l'avantage d'étirer à froid, c'est que ça joue un peu sur l'élasticité des tendons, des ligaments, de la peau névreuse, des enveloppes des muscles. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à s'échauffer ou à faire des exercices d'assouplissement. Mais quand on le fait à froid le matin, on ne le fait pas pendant 1 minute.
C'est des postures qu'on enchaîne. Ça vous parle de la notion d'assouplissement actif? Donc voilà, un gros travail là-dessus. L'étirement du psoas, ça vous parle également ou pas? C'est un muscle qui s'insère au niveau qui va de la hanche et qui va au niveau des lombaires. Et je te soulage pour l'instant, Vérangé. L'exercice proprement dit pour étirer le psoas, c'est important de l'étirer parce que ça soulage le bas du dos. C'est celui-là en fait, c'est faire celui-là. Et souvent les basketteuses ou les basketteurs aiment pas trop le faire. D'accord? Et souvent moi je l'enchaîne comme ceci. Et celui-là, un petit peu tout le temps, à chaque entraînement, on en fait 5, ça fait partie des routines, mais c'est important d'étirer à la fois pour soulager le dos. C'est celui que le kiné vous fait faire quand vous allongez sur la table et qui met une jambe vers le bas et une jambe vers le haut et qui vient appuyer. Souvent, quand les kinés récupèrent les grands qui ont mal au dos, ils font étirement du psoas, étirement des fessiers. Donc c'est pour ça que c'est important de l'inclure dans des routines. Quoi vous dire d'autre? Il y a un autre étirement que je voulais vous montrer parce que souvent quand j'enchaîne celui-là, l'étirement du psoas, alors ça peut être un peu douloureux pour le genou, peut-être le faire pieds nus. Il faut mettre le genou à la place de la pointe de pied, donc moi je suis plus ou moins assez souple, donc ça, je le fais assez facilement. Mais cet étirement, il a l'avantage, donc j'ai tiré loin devant. Les filles au début elles n'aimaient pas et après elles l'ont adopté. D'accord? Donc pour repère, si vous voulez, je mets mon genou à la place de ma pointe de pied. Et c'est ce qu'on appelle l'étirement qui soulage le nerf sciatique au niveau des fessiers et des ischios. Et là, je viens m'étirer, me relâcher et mettre loin devant. D'accord? Vous l'étirez quand vous avez un peu mal au dos de vos journées. Si vous n'avez pas de douleur au niveau des genoux, des ménisques ou autres, il ne faut pas que ce soit inconfortable. Il soulage beaucoup au niveau du dos et je vous invite à le faire. Voilà. Pour vous donner 2-3 repères. Je vais t'embaucher, Béranger. Ça fait mal, non? Après, la jambe qui est dessous, on peut soit se mettre comme ceci, soit on peut se mettre comme ceci si ça soulage. Mais par contre, on ne le fait pas du tout s'il y a une douleur quelconque au genou. Voilà. Donc il y a des filles qui le faisaient. Il y en avait une qui avait les croisés, Clarence, donc elle le faisait comme ça, sur une jambe, et sur l'autre jambe, elle le faisait normal. Mais vraiment insister sur le fait qu'il y ait zéro douleur. Voilà. Alors je vais te laisser t'allonger. Voici le protocole que je leur ai proposé, qui est très simple, à la fin qu'elle prenait, puisqu'on s'entraînait 2 fois par jour, donc à la fin de l'entraînement du matin. 3 exercices de renforcement au niveau du dos, mets-toi un peu avant, s'il te plaît. On faisait à chaque fois 3 exercices de renforcement, et après elle terminait avec 3 exercices d'assouplissement. C'est ce que je vais appeler l'essuie-glace. Tu vas mettre les bras devant, et tu vas ramener tes bras derrière, juste tout en bas, voilà, et tu ramènes devant. Voilà, je vais en faire 10. Il n'y a pas de consigne préférentielle là. Soit il peut lever et ça travaille un peu plus les fessiers, soit il reste bloqué. Moi je leur demande de rester bloqué parce que je veux qu'elle se concentre là. Et il en fait 10. Donc voilà, ça travaille également les abaisseurs et le haut du dos. Après, je vais te demander de faire Superman, donc tu vas juste te mettre à plat ventre. Moi, c'est Superman en bas, pardon. Voilà, et juste tu vas poser tes épaules et te redresser en arrière. Donc repose bien tes épaules et tes bras au sol à chaque fois et tu te redresses. Voilà. Tu vas en faire 10. Et les muscles du dos, ouais. Après l'exercice sur lequel elle est enchaînée, je vais t'inviter à te mettre ici et tu vas venir faire la croix. On prend le temps de stabiliser et tu vas en faire 10 de chaque côté. Ouais, mais je compte pas, donc tu peux aller jusqu'à 5 si tu veux. Et après, le niveau au-dessus, ça sera sur les pointes de pied, si vous voulez le faire évoluer. Donc tu vas lever bras gauche, jambe droite. Voilà, tu prends ton temps, ça fait un peu de gainage. J'insiste beaucoup quand on fait ce genre d'exercice que le coude soit légèrement fléchi et pas en hyper-extension. C'est un peu plus dur, mais au moins ça travaille un peu la proprio au niveau de l'épaule.
C'est bon, Véronique. Ça, c'est les petits qui sont pas réglés, on fait comme Non, tu ne vas pas jusque-là. Ouais, tu restes sur des choses à plat ventre et après tu évolues là-dessus. Moi, ma grande de 2 mètres qui est aussi compacte là, il n'y a pas intérêt. Ça va déjà. Compact. Déjà, ça fait beaucoup de poids au niveau de l'épaule pour les filles. Il faut savoir qu'on est moins forte que les mecs au niveau des épaules. Donc, dès qu'on met des sollicitations avec des poids de corps sur les épaules, il est important de faire attention qu'elles ne soient pas comme ça. D'accord? Si elle est comme ça, c'est que c'est trop dur, donc l'exercice n'est pas adapté. Donc, il faut que l'épaule elle soit solide. En même temps, mes épaules, elles travaillent derrière. Donc, il faut bien que l'épaule soit sortie. Sinon, après, il y a plein d'exercices à plat ventre avant de rentrer dans des choses plus difficiles. Mais ma grande de 2 mètres, si elle est un peu costaud, je ne vais pas la mettre sur ce type d'exercice-là. Après, il y a tout ce qui peut être travail de planche. Moi, je vais le montrer là. Tu peux rester 30 secondes. Donc après, les filles, prenez 4 exercices. Ça va vite, hein, elles passent 2 fois ou 1 fois. Et après, je te laisse allonger. Et après, on s'étire, étirement du bas du dos. Je vais te mettre, tu te mets sur le dos. Vous connaissez. Les bras en croix, tu remontes les genoux, tes jambes elles tombent d'un côté, voilà. Voilà, tu essaies de ne pas décoller les épaules et tu regardes à l'opposé de tes genoux. Est-ce que ça tire le bas du dos? Donc vous restez 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, c'est le premier exo. Le deuxième, c'est que tu vas te mettre à genoux, c'est ce qu'on appelle la posture de l'enfant, là, comme ceci, les bras bien devant. Tu vas rester 10 secondes et après vous allez passer devant. Donc tu vas le faire 5 fois. Voilà. Assouplissement. Là, j'ai fait 3 exercices de renforcement qu'elles font. Et après, elles font 3 exercices d'assouplissement et après elles sortent. Dans le protocole, j'intègre les deux en fait. Voilà. Très bien. Et le dernier, tu vas te mettre sur le dos. Il est peut-être un peu raide pour les garçons. Tu vas mettre tes pieds en l'air. Voilà, c'est ce qu'on appelle la posture du sein. Je vais te la montrer parce que là, tu vas mettre tes coudes à l'intérieur. Voilà. Et si tu peux, tu attrapes les dessus de tes pieds. Et tu poses ta tête au sol. Voilà, très bien. Étirement du bas du dos, voilà. Ça soulage, il reste 30 secondes. Ça nous a pris 5 minutes. Et ça un petit peu tout le temps. Donc soit vous le mettez sous forme de fiche et vous le mettez et les filles elles s'approprient la chose. Et après vous évoluez, vous changez l'exercice au bout, je ne sais pas, d'un mois ou vous changez de zone, peut-être, je ne sais pas, plus les épaules. Mais au moins c'est des exercices simples. Je pense qu'on peut se rappeler quand même 3 renforcements, 3 étirements. Et un petit peu tout le temps, c'est important. Peut-être que davantage ceux qui ont mal au dos, qui sont obligés de faire ces exercices-là. Moi, ce qui m'a étonné quand même, quand j'ai les filles, les moins de 20, je leur fais passer des entretiens ou des questionnaires, il y a toujours une question, est-ce que vous avez mal au dos? Il y en a un tiers quand même, à moins de 20 ans, qui ont mal au dos de manière récurrente. Je trouve que c'est énorme. Mais bon, elles sont aussi super raides. Donc et peut-être pas assez renforcées, donc les deux sont liés. Avec une sursollicitation des abdos et pas trop du dos. Ça, tu peux le faire quand tu veux, mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. Hein. S'ils arrivent en avance et qu'ils attendent et machin, on peut le faire avant. Hein. Ça fait que du bien. Hein. Vous pouvez même vous le faire vous-même chez vous. Ça fait, Donc bien sûr, avant, après, ou même il y a un temps mort pendant la séance d'entraînement. Mais dans la séance d'entraînement, il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Tu l'affiches. Ouais, moi je les ai fait là. C'était les seins, toi, c'est pas les trucs que tu as chopés sur. Si, j'ai pris sur internet des photos qui me convenaient. Non, je ne suis pas dessinée. Hein. Mais j'ai pris des photos qui me convenaient à peu près, et puis je leur explique bien la première fois, et après je l'affiche. Voilà. Dans l'idée aussi de développement d'autonomie des athlètes, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout le temps. Faut qu'ils prennent conscience que s'ils ont de douleur quelque part ou s'ils veulent être forts d'une zone, et ben, c'est à eux de se prendre en charge. Ok, bah peut-être que j'ai la fiche travail postérieur, travail dos, la fiche travail proprio, et ben aujourd'hui je décide que je fais proprio. Et ça ne me demande pas beaucoup de matériel et pas beaucoup de mise en place, et je me prends en charge. Je pourrais vous les donner, hein, si vous voulez, je vous les envoie, il n'y a pas de... Comment ?
Je vous donnerai le doc, j'ai fait un fichier que j'ai fait, je vous enverrai le doc, il n'y a pas de problème. Les planches que j'ai. Je vous invite aussi, j'en ai pas parlé, mais quand j'ai un peu préparé l'intervention, il y a Christophe Geoffroy, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait le guide des étirements du sportif, et qui est le kiné un des kinés de la Fédération française de foot, de l'équipe de foot. Il a écrit 2 livres, un livre sur les étirements, qui est super, il y a ces planches. Là, si on ne veut pas faire d'efforts, on va sur Internet, il y a ces planches avant l'entraînement, comment s'étirer, et après l'entraînement, c'est tout prêt. C'est étirement activo-dynamique et étirement passif. Il y a un circuit, c'est super bien fait, ils sont accessibles sur PDF. Et il y a un autre livre donc, qui est sorti, c'est comment avoir un bon dos. Et c'est là où il y a aussi, à la fin de ce livre, ben, je les ai scannés, non, je vous les enverrai, mais il ne faut pas que je le dise. Des planches d'exercice sur comment c'est important de renforcer les ischios, les fessiers et le dos pour avoir une bonne posture. Voilà, c'est comment avoir un bon dos pour un sportif lambda, ou une personne sédentaire ou normale, à un sportif de haut niveau. Donc ces 2 livres, je vous conseille de jeter un œil parce que les planches, elles sont super bien faites. Prenez une photo avec l'iPhone, vous l'imprimez et ça a pris 2 secondes. Donc voilà pour le dos, à peu près pour la routine qui est proposée. Je vous l'ai déjà dit, les ischios, je ne sais pas si vous avez des sportifs qui ont eu les croisés, elles ont forcément fait un test ISO, elles connaissent le ratio ischio-quadri. C'est clair que quand on travaille les quadris, il faut à chaque fois travailler les antagonistes, on verra le circuit, mais c'est super important de renforcer les ischio-jambiers. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus, d'autant que les femmes, elles ont un déficit de force sur ce muscle-là. Comment le renforcer à la fois et comment le solliciter par les assouplissements actifs, on les verra tout à l'heure. Et aussi, les grandes, quand elles ont besoin de s'étirer passivement, on peut soit se mettre contre le mur, mais on peut aussi s'aider d'élastiques, vous savez, ou de cordes ou de ficelles, pour ramener la jambe et pour pouvoir s'étirer. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai que quand on est grand, on est assez souple, on arrive à rester comme ça, mais quand on fait 2 mètres et qu'on n'est pas souple, il peut y avoir des élastiques et ça peut nous aider à nous étirer. Ou alors, si vous avez à disposition un kiné pour vous étirer, c'est encore mieux. On va parler un peu des épaules et du haut du corps. Nous, les filles, on a moins de force au niveau du haut du corps parce qu'on est moins forte, on a moins tendance aussi à faire des choses manuelles. Et donc, c'est une cible, c'est quelque chose, un protocole que j'ai mis en place où j'ai insisté un peu sur le développement de cette force du haut du corps. Aussi, le basket, est-ce que vous avez des filles qui ont des douleurs au niveau des épaules? La coiffe des rotateurs ou... Non? Des gens qui se plaignent d'une épaule là et que ça fait mal là. En fait, quand vous êtes au basket, vous tirez, vous faites 300 tirs, et à un moment donné, à chaque fois mon épaule elle sort, je pousse, donc il faut que je renforce l'antagoniste. Parce que du coup, quand je fais tout le temps ça, bon certes ça développe de la force, mais je me déséquilibre, et souvent en fait, du coup ce déséquilibre de force fait que j'ai des douleurs, des instabilités de l'épaule. Je travaille un peu avec le centre de formation de l'ASVEL. Sur 25 jeunes, il y en a 5 qui souffrent d'instabilité de l'épaule. Et pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent 3 heures par jour et qu'ils font beaucoup de tirs. Donc c'est normal, la pratique excessive amène à se déséquilibrer. Donc il faut travailler le tirage et il faut se rééquilibrer. Tirage, on verra qu'on le fera avec des élastiques qui sont là-bas, très simple. Donc c'est important. Tout ce qu'on fait aussi, c'est tout en rotation interne et vers l'avant. Donc également, être vigilant et faire des exercices antagonistes de rotateur externe. Vous verrez, on prendra un élastique et travailler les antagonistes. Les nageurs, ils font tout le temps ça, mais à un moment donné, ils travaillent les antagonistes parce que sinon, ils ont les épaules qui sortent des articulations. J'exagère, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc c'est important de travailler également aussi ce qu'on appelle les abaisseurs. On verra avec les élastiques. Je prends l'élastique et j'abaisse. On verra des exercices quand même qui sont accessibles grâce à ces élastiques jaunes et orange. Je n'étais pas très fan des élastiques avant, mais au moins on peut les emmener. Et jaune et orange, c'est satisfaisant pour les filles de prendre un peu ces différentes forces-là. Il y a le rouge également, mais qui est quand même assez fort. Mais si vous prenez ces élastiques-là, on peut faire pas mal d'exercices en lien avec ça. On va montrer un peu le... J'essaye de faire en sorte aussi... de faire du gainage, de assez vite solliciter les épaules, parce qu'on parlait de force des épaules, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses
Déjà, quand je suis ici, mes épaules, elles ne subissent pas, d'accord? Elles sont fortes. Et après, j'essaye beaucoup de soulager le bas et assez vite de mettre en jeu l'épaule dans les exercices de gainage. Mais par contre là, je ne suis pas bien placé, mon épaule elle ne travaille pas. Je soulage le bas parce que c'est lourd, parce que si je fais ça, ça va être trop dur. Mais souvent, je fais du travail de gainage, mais qui ne sera pas 30 secondes, parce qu'au début c'est difficile. Il n'y a pas intérêt d'aller 30 secondes, 1 minute, alors que je n'arrive pas à tenir et je suis en train de trembler. D'accord? Je reste 10 secondes et je change souvent de posture, mais je demande à chaque fois à ce que l'épaule soit sortie et forte. Donc assez vite, dans mes exercices de gainage, même si on ne reste pas 30 secondes, je sollicite beaucoup les épaules. Ça peut aider au renforcement. Alors le circuit que j'ai appelé forte haut du corps pour les filles, que se sont appropriées, du coup j'ai amené 2 medicine balls de 1 kg, qui sont... Alors, le premier, c'est que tu vas juste être fléchi. La règle d'or importante, c'est qu'à chaque fois que les ballons soient au-dessus des épaules. Tu vas venir fermer 10 fois devant, voilà, qui correspond à peu près 30 secondes. Donc les filles, elles enchaînaient ça. Moi, je l'avais intégré dans mon circuit de muscu. Quand on faisait muscu, je l'avais mis celui-là. Tu comptes ou t'as pas compté? Voilà, maintenant tu restes là et tu vas aller monter vers le haut, tu vas en faire 10. L'idée en fait c'est de solliciter longtemps à une charge assez légère. Voilà, et après, soit les filles se mettaient contre le mur ou on se mettait par deux et on se faisait des passes, fléchis, fléchis, voilà. Et toujours pareil, le coude dessous et on se faisait des passes pendant 30 secondes. Et d'enchaîner ça. Et le dernier exercice, je vais t'essayer de prendre le... Tu vas le mettre dans ton dos et j'arrive. Ouais, tu le mets dans ton dos contre le mur. Tu te mets contre le... Voilà. Tu le mets dans ton dos, tu fléchis, mets-le bien bas, fléchis, fléchis, encore. Prenez une charge de 5 kg, vous le mettez en haut. Voilà, et puis elle restait 30 secondes et on faisait des mouvements sur le côté. Voilà, et ça, le répéter 3 fois et c'était inclus dans mon circuit de muscu. Donc c'est un travail à charge légère où j'insiste beaucoup, où il faut à chaque fois être au-dessus des épaules, tout ce qui est travail à ce niveau-là. Et c'est voilà, pour vous présenter un peu, pour développer un peu la force des filles au-dessus des épaules. Voilà, elle le répétait 3 fois. Et après, est-ce que j'en ai oublié un autre? Non. Devant, vers le haut, après vous pouvez faire un dissocié, et après le travail sur le football. Tu peux revenir. Maintenant, on va aller sur les chevilles. Et en fait, ce qui est important, on fait souvent des exercices de proprio, mais on oublie qu'il y a un certain nombre de muscles autour de la cheville. En particulier pour relever la pointe de pied, il faut renforcer à ce niveau-là, il y a les muscles du pied. Et du coup, j'avais mis en place un protocole de renforcement des muscles du pied, en plus d'un travail de proprio qu'on faisait à côté. Ça commençait comment? 10 poussées pointe de pied. Voilà, 10 poussées sur les côtés. Voilà, après, je le mets sur ton pied, 5 kg ça va, 10 fois je relève, je travaille les releveurs. Je te l'ai pas dit, mais à tout moment, si tu as mal quelque part, tu me le dis. 10 fois l'autre. Après, on enchaîne avec un petit travail proprio. Tiens, je te donne le... Hein? Il est assez vif celui-là. Hein.
Il y a peut-être le niveau moindre qui est le bossu. Et elle faisait juste 10 passes autour de la taille. Tu peux changer de pied. Voilà, merci. Change de medicine ball. Tu prends le ballon. Tu vas juste être légèrement fléchi et venir te mettre parallèle au sol et tu te redresses. Tu en fais 5 de chaque côté. Voilà, tu prends ton temps, tu t'équilibres. Donc là, c'est 2 exercices de proprio. Hein. Autant les autres, c'était des renforcements, des releveurs, pousser pointe de pied sur les côtés. Là, c'est de la proprio. Voilà. C'est 3 kg. L'idée, c'est... Les 1, ils sont un peu trop légers pour stabiliser, donc du coup, ça va être facile. Donc, après, 5 kg, ça fait beaucoup pour les filles. Au bout d'un moment, si je passe trop de temps à gérer ma charge, mais 3 kg, ça reste convenable. Et dernier exercice, c'est un exercice de kiné. Je te laisse t'asseoir. Mettre ça autour de tes pieds. On va travailler ce qu'on appelle les éverseurs du pied. Voilà. Bon, prenez un exercice tout simple, vous faites un nœud. C'est un kiné de l'équipe de France qui me l'a montré et j'ai trouvé assez pertinent. Souvent, les entorses sont faits à l'intérieur. D'accord? Donc, l'idée de cet exercice, c'est de travailler les éverseurs, de travailler l'antagoniste. Alors, l'idée, ça ne va pas être de partir comme ça, mais ça va être qu'à chaque fois, ton pied, il aille vers toi sur le côté. Donc, trouve un état de tension qui te convient, voilà, et tu vas sur le côté. Voilà. Normalement, ça doit te brûler à ce niveau-là. Et tu le fais 10 fois. C'est bon? Donc elle passait 3 fois, 2 à 3 fois. On faisait l'enchaînement des exercices. Des questions un peu sur les différents exercices? L'important là, l'idée, c'est de renforcer les muscles périphériques à la cheville. On le fait par des exercices de proprio, mais on le fait en poussant des pieds, en travaillant aussi l'antagoniste, le releveur, travailler les poussées sur le côté, et enfin les éverseurs. Donc vous prenez un élastique de base, vous faites un nœud. Par contre, bien penser à demander à pousser sur le côté. Pas comme ceci, mais c'est vraiment mon pied qui vient se relever. C'est l'antagoniste de ça quand je me fais une entorse. C'est ça. Et plus je me renforce de ce côté, plus ma cheville devrait être forte de manière régulière. C'est peut-être un protocole qui peut être plus ou moins long. Vous pouvez enlever des exos, peut-être enlever des exos de proprio parce que peut-être que vous le faites dans votre pratique. Donc voilà un peu le protocole qu'on faisait un jour sur 2 également, qu'on faisait tout le temps. Ça, moi, soit je le mettais dans mon circuit de muscu, donc je les avais 30 minutes en muscu, et il y avait squat, machin, et en plus j'avais proprio et haut du corps, parce que ça prend un certain temps, voilà. Ou soit elle prenait moins d'exos, et en faisait en fin de séance d'entraînement, on fait proprio, et elle tournait. Sinon, il y en avait qui faisaient la chaîne postérieure, qui travaillait le dos, ou proprio, et ça prenait 5-10 minutes, voilà. Il n'y a pas de préférence de placement. Quand vous pouvez, c'est le mieux. Par exemple, Léna, elle arrive au 10 minutes, on peut enchaîner sans séances ou c'est... Ah oui, tu peux faire même à froid. Hein. Même là, il est à froid, Béranger. Moi, sur les équipes de France, on faisait en pré-échauffement. Ils avaient chacune une routine dans le même principe. C'était un pré-échauffement avant l'échauffement collectif. Ça prépare ta cheville, voilà. Elles avaient des protocoles, elles avaient 3 exercices. Et ces 15 minutes-là, ils les mettaient en route dans la séance mentalement déjà. Voilà. Et après, ils étaient prêts à rentrer dans la séance. En fin de séance, on sait que sur les exos de proprio ou autre, tu auras peut-être un peu plus de fatigue, mais travailler à froid est intéressant pour se préparer à l'entraînement. Et à la fin de l'entraînement, comme j'ai un peu de fatigue, il faut peut-être que je sois un peu plus concentré, ça me sollicite un peu différemment. C'est vrai que de varier, ça peut être intéressant. Et moi, je l'avais intégré dans les séances de muscu, voilà, parce que c'était assez lent comme protocole. Pendant qu'ils faisaient 10 reps, c'était un de mes circuits. Donc, voilà. Autre point important également même si on va pas parler de motricité ou travail d'appui, mais c'est vrai que j'ai pas de plot. Ben, l'idée, c'est quand même d'insister sur la qualité des appuis de vos joueuses. Et souvent, en fait, j'insiste sur une chose qui est importante. Quand je freine, je suis en talon de pointe quand je fais des exercices. Ça vous parle quand je vous dis ça ou pas?
Souvent, le basketteur, quand il arrive, mais parce qu'on lui a appris, ou pas appris, je ne sais pas, il arrive, il faut s'arrêter, il s'arrête comme ça. Donc déjà, ce n'est pas efficace pour repartir, et là, mes genoux, ils en prennent un coup. Donc essayez, alors chez certaines personnes, très vite, le déclic, ils comprennent l'intérêt, et très vite, ils le transforment dans la motricité. Chez d'autres personnes, c'est tellement ancré dans leur posture quotidienne de marcher sur les pointes de pied, et qu'ils ont des raideurs au niveau des chevilles, et c'est très compliqué de s'arrêter talon-pointe. Mais normalement, quand je sprint, je suis sur pointe de pied, et dès que je m'arrête pour freiner et que mon corps il passe derrière mes pieds, je freine en talon-pointe. Donc l'exercice qu'on fait souvent en travail de vivacité, c'est je cours, là je passe devant, je fais talon-pointe, et je repars en pointe des pieds. Tous les exercices d'accélération, décélération, moi souvent, je fais courir, freiner, sprinter, freiner, faire sentir un peu ce travail d'appui. Je m'entraînais il y a 2 mois pour rigoler avec des amis à l'entraînement de basket, et une grande qui arrivait, je défendais sur elle, j'étais très loin d'elle, elle court comme ça, et puis d'un coup, paf, et derrière, bah, elle est croisée, mais parce qu'elle savait juste pas s'arrêter en fait. Elle était très grande, elle était lancée, elle est partie sur son truc, elle faisait des grands pas, elle ne savait pas freiner, d'un coup elle s'est pivotée, et derrière, à 2 à l'heure, elle s'est fait décroiser. Donc, peut-être par juste présenter un peu l'intérêt d'être capable de, quand je cours très vite, je freine talon-pointe, je repars, je freine, présenter cette sensibilité-là, que quand mon corps il est en derrière pour freiner, j'essaie de faire talon-pointe, plutôt que d'arriver comme ceci. Je freine, et là, après, je suis capable de repartir. Juste à expliquer ça, il y en a qui le comprennent très vite, donc c'est bien de le faire. Et il y en a chez qui c'est compliqué parce qu'ils ont une posture qui fait qu'ils courent toujours comme ça. Toujours sur la pointe de pied. Voilà, ça c'est un petit détail au niveau de la motricité qui est important. Alors, on va... Oula, il y a le temps qui passe. Juste sur les abdos, je vais juste montrer. J'ai fait un circuit à chaque fois d'abdos aussi, mais souvent ce qui est important, c'est que le coccyx ne se rapproche pas de la tête, du haut de la tête. Donc les exercices comme ça fait mal au dos, il y a une poussée des abdos, et c'est pas très bon pour les... À l'idéal en gym, pour aller un peu plus loin et pour parler un peu des muscles pelviens, qu'est-ce qui contracte les muscles pelviens? C'est quand on se retient à faire pipi. D'accord? Et quand je fais les abdos, ça pousse vers le bas. Donc en gym, maintenant, ils demandent aux filles quand elles font des abdos, parce qu'elles en font des sauts. Nous, on en fait, mais elles en font dans une vitesse qui est un peu différente de la nôtre. Ils leur demandent de serrer les fesses, de contracter, de se retenir comme si on avait envie de faire pipi, en même temps qu'on fait les abdos. Parce que quand je fais les abdos, il y a une pression en fait, qui se contracte, qui fait vers le bas, donc ils demandent de contracter les fesses et contracter les muscles pelviens. D'accord? Donc voilà un petit détail important. Et les abdos, moi je reste toujours sur une amplitude très faible, mais toujours vers le haut. Après, souvent, je fais relever le bassin, très simple. Ou alors, des fois, je fais la croix, mais plutôt vers le haut. Voilà des exercices simples que je fais des abdos, pas des grandes amplitudes. Voilà un peu l'idée. Mais les abdos, comme ceux-ci-là, ou même ceux-là où on vient descendre en bas et revenir, je vous invite à les éviter. Voilà. Vous faites comme... Il n'y a pas besoin, ça ne sera pas plus efficace de faire des grandes amplitudes que des petites amplitudes. D'accord? On va proposer la petite séance de muscu. Alors, le premier atelier de base, je vais t'inviter à te mettre travail des squats, un pied sur chaque poids. Ventouse-les. Voilà. Moi, je mets toujours une charge parce que bon, on peut faire sans charge au début. Et l'idée, bien sûr, c'est que ton bassin il parte en arrière. Voilà. Très bien. Répétition 8 à 12. Pas plus vite. C'est très bien exécuté. Ok, je vais te laisser arrêter là. Quand, au bout de... on a déjà fait ce circuit 2-3 fois,
on me rajoute un peu plus de difficulté parce que maintenant il a développé de la force et il est un peu meilleur. Je fais un travail en pré-fatigue, il va rester en bas en isométrie pendant 30 secondes. Je te fais juste l'iso et je te fais pas faire la suite. L'avantage du travail en pré-fatigue qui fait qu'on n'a pas besoin de rajouter des charges et que vous allez voir, après ce travail de 30 secondes, il va faire ces 10 répétitions. Donc l'évolution, si j'ai fait mon circuit 3-4 fois, au bout d'un mois ou 2 mois de pratique, je ne vais pas rajouter des charges, vous n'avez pas ça fait 10 secondes. Et donc je rajoute un travail en pré-fatigue, voilà, c'est bon. Et après, je fais 10 répétitions. C'est bon, Bérangère. Après, quand on s'est vraiment assimilé, bon, je parlais pas de saut, mais on en fait un tout petit peu, mais très peu. Soit avec un Swiss ball ou sans Swiss ball. La sortie qui peut être proposée après cet exercice, j'ai fait un travail en pré-fatigue, j'ai fait mes 10 reps. Quand je fais un travail d'explosivité, on se rapproche de la compétition. Je vais lui demander de faire 4 sauts, il va s'asseoir sur le Swiss ball. Bon, je disais de ne pas faire des sauts, mais j'en fais légèrement. Je fléchis et je bondis et je me rééquilibre. Ouais, vers le haut. Voilà. Et j'en fais 4. Après, on peut faire la même chose sans Swiss ball. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un Swiss ball. Donc voilà le même exercice que je fais évoluer avec un travail de pré-fatigue et une sortie explosivité une fois que mes athlètes, mes joueurs sont préparés. Donc si je travaille les quadrilles, je vais travailler les ischios. Donc je vais te laisser t'allonger sur le sol. Mettre le Swiss ball sous tes fesses, sous tes jambes. Voilà, comme ça. Relever ton bassin. Par contre, tu peux mettre ton corps au sol. Pardon, c'est-à-dire enlève tes bras. Voilà. Et il va chercher à ramener en fait le Swiss ball sous ses fesses. Voilà. On essaie de relever un peu plus le bassin. Voilà, très bien. Exercice de base des ischios à faire de manière récurrente. Il y a un autre exercice qu'on peut faire également, mais il est un peu plus sollicitant. Dans la même idée, sur un banc, c'est à peu près le même. Hein. Pour faire évoluer, je vais lui demander de faire une seule jambe. Alors ça, c'est très sollicitant, il n'y a pas intérêt de le faire d'entrée sur une seule jambe. Mais après, l'idée vraiment, c'est d'aller vers là, parce que le basket, c'est quand même un travail dissocié. Je te laisse te reposer. Après, l'évolution aussi, c'est de faire un travail de pré-fatigue en 30 secondes, c'est-à-dire qu'il va se relever, et il va fléchir, et rester à attendre 30 secondes avant de faire 10 reps. Ok, je te laisse te relâcher. Et une fois la sortie, un travail un peu plus explosivité, on enchaîne juste avec 5-6 talons fesses sur place. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, travail des ischios, on se met sur place, 5-6 talons fesses rapides. Voilà. Donc voilà l'exercice, travail de pré-fatigue avec des sorties différentes. Maintenant, le haut du corps, on va faire les pompes. Donc je vais te demander de faire 10 pompes. Si vous avez une barre haltère, vous pouvez prendre des barres haltères. Voilà, c'est bon, je ne vais pas t'embêter plus. Les filles, moi je les invite à se mettre à genoux. Je veux qu'elles fassent des pompes à amplitude complète. Je ne veux pas qu'elles fassent des pompes des épaules. Donc il n'y a pas de honte à se mettre à genoux. Donc elles se mettent soit à genoux, ou soit on commence sur des bancs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des pompes à amplitude complète pour travailler au niveau du haut du corps. Donc voilà. Travail de pré-fatigue, on se met en pompe, position de pompe pendant 30 secondes, on fait 10 pompes. La sortie du travail, je te laisse prendre un symbole. La sortie du travail du haut du corps, on va se mettre face à face, on va être fléchi et on va se faire des passes poitrine, medicine ball. Voilà. On s'en fait 6. C'est un travail explosivité en sortie du travail de pompe. Est-ce que je vous ai perdu sur le travail de pré-fatigue, des reps et des sorties? C'est bon? Si j'ai travaillé là, je travaille quoi? Les antagonistes qui sont au niveau du dos, qui sont au niveau des élastiques, le grand dorsal, le deltoïde. Tu prends le jaune ou le orange. Voilà, tu vas venir fléchir, attraper l'élastique, les mains au niveau des épaules. Voilà, et tu vas venir tirer derrière. Surtout retenir le retour.
être dans le contrôle. Donc il en fait 10. Le travail de pré-fatigue, vous le connaissez, ben, je reste 30 secondes comme ceci et après je fais 10 reps. Donc voilà. Et la sortie de cet exercice-là, c'est la barre. C'est une initiation au travail haltérophilie. Je suis pas spécialiste de l'haltérophilie. Tu connais un peu les exercices. Voilà, tu vas venir fléchir. Fléchir, descendre la barre. Venir là. Voilà, et après monter. Un exercice qui est intéressant parce qu'il se rapproche un peu du shoot. D'accord? L'idée, alors au début c'est pas pratique parce que les filles elles n'ont pas l'habitude ou même les joueurs. Hein. L'idée c'est que la balle elle colle le corps le plus haut possible, je monte les coudes. Une fois que les coudes sont en max, je passe dessous et après je monte. Au début il va y avoir un temps d'adaptation et de coordination. On le fait 5 à 6 fois et ça suffit. C'est en sortie de mon travail de tirage. C'est bon? Ça sert à rien, il y a beaucoup de répétitions. Comme c'est un travail explosif. Parce que moi, je l'intègre en fait après mes répétitions normales et c'est dans l'idée de travailler de l'explosivité. Donc si je veux être explosif, au bout de 5-6 reps, après je suis dans l'exécution et je ne suis plus dans la recherche de l'explosivité. Je suis fatigué en fait. Donc je ne vais jamais au-delà. Peut-être qu'on peut aller au-delà, mais 4 à 6 mois. Mon travail d'explosivité, il va de 4 à 6 répétitions. Quand je fais des sauts ou quand on fait des passes medicine ball, ça va mettre plus de 4 à 6. Voilà. Par contre, la vitesse d'exécution, elle doit être maximale. Je fais souvent tout le temps un travail de pullover. Vous connaissez le travail du pullover. Tu vas t'allonger sur le banc, s'il te plaît. Travail derrière. Voilà, je te laisse allonger. Voilà. Tu ramènes devant, doucement, tranquillement. Travail de pré-fatigue, on reste 30 secondes ici. La sortie de cet exercice, on se met face à face. Sortie, passe au-dessus de la tête avec le medicine ball. Être vigilant, quand je réceptionne, je suis gainé. Parce que pour bien attraper la charge, je suis contracté, je suis prêt à réceptionner. Donc après l'enchaînement, ça serait qu'on se fasse 4 balles de medicine ball. Et des fois, j'alterne d'ailleurs, passe de medicine ball et passe de basket. Mais si on fait des passes de basket, derrière, on se recule. Et on fait sur des distances plus importantes, juste pour jouer des fois un peu sur le contraste. Voilà. Souvent, tout le temps, je mets aussi, comme on a travaillé sur squat une jambe, je fais toujours un exercice de fente pour travailler un peu en dissocié. On va commencer par compliquer tout de suite. Tu vas te mettre un pied là. Voilà, tu vas te mettre derrière. Voilà, squat une jambe. Tu vas venir descendre 5 fois de chaque côté, par contre, pas 10 et 10 parce que ça fait beaucoup. Donc pareil, je vais lui demander un travail de pré-fatigue 30 secondes fléchi, je reste fléchi, je fais mes 5 répétitions. Et la sortie, ça peut être 5 sauts cloche-pied d'un côté, 5 sauts de l'autre. Voilà. Voilà le circuit de base, tous les exercices que je fais qu'on fait tout le temps en fait. Est-ce que ça vous semble accessible? Est-ce que c'est des choses que vous faites? Oui. Ces protocoles, quand on a un groupe qui ont des qualités différentes au niveau des filles, est-ce qu'il est important de faire tout le monde la même chose ou d'adapter un groupe une certaine intensité ou une certaine façon de faire? Moi, je fais faire tout le monde la même chose. Après. Peut-être que certaines vont mal faire et ça peut. Tu penses. Ouais, mais si elles le font mal, moi je les régule. Sur les exercices que je propose, qui sont pas très difficiles, je les régule. Après, les grandes, elles vont peut-être moins descendre, celles qui sont raides, elles vont moins. Sur le squat une jambe, celles qui sont raides derrière, elles vont peut-être moins descendre, ou celles qu'on. Voilà, mais je fais tout le monde fait à peu près la même chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu pensais à quoi précisément? Quand tu mets un exercice en place, c'est que certaines le font bien et d'autres non plus. Celles qui le font bien, moi je les laisse et je reste avec celles qui ne le font pas bien. Après, on parlait d'intensité justement dans les 8 à 12 reps. Vous avez bien compris qu'au début, on commence par 8 à 12 reps. Dans la qualité d'exécution,
c'est dans le contrôle, c'est-à-dire que je vais lentement, je cherche. Il n'y a pas de changement de rythme. Quand je fais mes squats, je suis dans le contrôle, je descends et je monte. Dans le travail de pré-fatigue, je suis ici. Par contre, dans l'explosivité, là, je bondis. Voilà, la différence au niveau du rythme. Souvent, quand elles font les squats, elles vont vite, mais parce que ça fait mal en bas, de rester en bas. Donc il faut bien insister. Moi, j'insiste tout le temps, et d'ailleurs, c'est agaçant parce que sur l'exécution, plus c'est lent, plus je contrôle, plus je vais être forte. C'est ça qui est important à comprendre. Parce que je ne veux pas rester longtemps dans la zone qui me fait travailler. Bah, je travaille un peu plus là que là. Là, je ne vais pas rester une demi-heure où vous parlez comme ça. Là, ça va aller. C'est ça que ça fait mal. L'idée que ça fait mal. Ça me prend plus de coups énergétiques d'être là, si tu veux, que là. Je ne sais pas si... C'est pas mal dans la notion de douleur. Hein. Voilà. C'est plus intense, si tu veux, plus sollicitant. Voilà. Après, ces exos-là, pour celles qui ont des problèmes de genoux, on le fait en iso, hein, voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est-à-dire celles qui ont mal là, qui ont des tendinites rotuliennes, machin et tout, on fait tout en isométrie. Mais par contre, elles vont, quand même on va faire des répétitions, elles vont faire peut-être 6 fois 30 secondes. Voilà, tu parlais d'adaptation, par exemple, elle est là, si adaptation. De la même manière, sur les pompes, je préfère qu'elles fassent 6 pompes comme il faut que de faire 10 pompes, et à la fin, ça se termine par des épaules, en fait, c'est pas des pompes. Donc voilà. Au début, ça prend du temps un peu pour l'expliquer, et après, ça met un quart d'heure. Hein. Les ateliers sont en place, chacune elle tourne. Après, ça va assez vite. C'est pour ça que en un quart d'heure, je peux faire un circuit assez bien exécuté, normalement. Ça ne vous prend pas tant que ça sur votre activité basket, c'est ça que je veux dire. Hein. Par contre, si vous voulez couper, c'est-à-dire si vous voulez, vous dites, bah, j'ai pas beaucoup de temps pour faire le bas et le haut. Dans ces cas-là, je fais que le bas, mais je fais agoniste-antagoniste, c'est-à-dire que je fais squat ischio, mais je ne peux pas faire que squat et que pompe, et le lendemain, après les ischios et le tirage. C'est-à-dire sur une même séance, je travaille à la fois la chaîne de poussée et la chaîne de tirage, obligatoirement. Soit je fais que le bas ou que le haut si vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais ne faites pas que ischio et tirage, et après, voilà, dans l'idée. Si je fais un entraînement basket, c'est pareil, quand même beaucoup, et si à la fin, l'entraînement, je fais que des ischios, tu fais les deux. Moi, je t'invite à faire les deux. L'avantage de mettre la séance de muscu à la fin, c'est qu'elles savent qu'il n'y a plus basket à la fin, c'est que c'est fini, on rentre à la maison, et du coup, je peux me fatiguer et faire l'effort d'eux. Souvent, quand je le mets avant, les filles, au début, elles ont du mal en stage quand on fait muscu et basket, parce qu'elles ne sont pas habituées à faire muscu et basket. Au bout de 2-3 fois, le corps, il assimile, il s'adapte. Au début, c'est difficile, mais vous pouvez faire muscu et basket, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut accepter que dans votre charge d'entraînement, vous allégez un peu votre partie basket, et vous allez moins solliciter, et accepter qu'elle soit peut-être un peu fatiguée. Souvent, nous, on alterne souvent muscu et shooting, en fait. Et donc, celles qui font muscu et shooting, eh ben, elles n'aiment pas, parce qu'au début, elles lancent des parpaings, quoi. Donc, parce qu'elles ne sont pas habituées. Mais après, avant ou après, il n'y a pas de... Moi, j'aime bien faire muscu après, comme ça, elles ont enlevé le basket dans la tête, elles ont que ça à faire, et après, elles rentrent chez elles. Voilà. Et après, à vous de voir, avant ou après, il n'y a pas de... Moi, j'ai essayé d'incorporer sur la séance à la fin des séances de basket. Ouais. Mais d'un point de vue logistique, c'est plus compliqué parce qu'on a des créneaux d'entraînement qui sont assez courts. Donc souvent, tu débordes et terminer par ça, ça peut foutre une période d'entraînement. Ou alors, ouais. Ou alors... Il n'y a pas de problème. Et du coup, est-ce que, par exemple, incorporer ce genre de circuit systématiquement avant l'entraînement, parce que c'est trop Non, parce qu'elles vont s'habituer, si c'est une fois par semaine. On reste sur une fréquence d'une fois ou à 2 fois par semaine. Parce que l'idée, enfin, j'ai peur qu'une fois par semaine, moi, par exemple, ça soit pas assez. En phase de prépa, c'est sûr, dans l'idéal, c'est toujours l'idéal d'en faire 2 fois par semaine. Mais moi, je ne me rends pas compte ce que tu as mis à côté dans ton basket et dans le nombre de fois que tu t'entraînes par semaine. 3, enfin, actuellement 4, et passeront à 3 assez rapidement. Donc en début de saison, on peut peut-être faire 2. Quand c'est novembre-décembre et qu'on est fatigué, peut-être redescendre à 1 et à toi de jongler. C'est sûr que si on peut en faire 2, c'est top. Mais après, c'est toi qui as la réponse sur la gestion de la charge d'entraînement. Elles vont s'habituer à faire muscu et basket. Hein. Mais il faut être moins exigeant sur la partie basket derrière. Si tu n'as pas le choix. C'est mieux que de rien faire. C'est mieux que pas de faire muscu et de faire que basket. Moi, j'ai tendance à monter le curseur et du coup, des fois, j'aime pas d'en faire trop.
Voilà, tu fais une semaine 2, une semaine 1, 2, tu peux aussi faire un 2-1, 2-1, 2-1. Et c'est sûr que quand tu arrives vers quand on revient sur décembre, où on a un peu moins de matchs, et ben non, tu remets une dose. Et des fois, quand on est un peu fatigué, ben là, par contre, il faut accepter de lâcher un peu et d'en faire peut-être qu'une fois. De faire 2 fois, ça va me permettre de développer un certain niveau de force, un tout petit peu, parce que là, on n'est pas sur des charges très importantes. Mais de le faire une fois va m'aider à maintenir un niveau de force. Nous, quand on part en compétition, on a 9 matchs à jouer en 12 jours. Tous les jours de repos, elles font de la muscu. À la fin des entraînements le matin, on fait un peu des pompes et des abdos. On fait toujours un peu quelque chose. Donc elles sont habituées à intégrer ça et à le faire de manière régulière, pour maintenir un niveau de force. Voilà. Les exercices de lombaire que tu as fait au début, Ouais. on peut les incorporer avec notre circuit sans problème. Ah oui, sans problème. Après, tu fais un circuit dorso-abdos où elles répètent plusieurs fois les mêmes. Après, des fois, au point de vue de logistique, moi, ce qui m'est arrivé de faire, il y a une équipe qui fait l'exercice, il y a une équipe qui tire. Et après, on change. 10 minutes. Par exemple, je prends 10 minutes, je fais que le bas. On est 3. On fait squat, ischio et fente. Donc, on se donne un temps de 10 minutes. Les autres, ils sont au tir. On change. Et après, on fait le haut, on alterne. Donc là, au niveau temps, a priori, ça ne vous mange pas tout de temps. Vous avez moins de joueurs sur le terrain, donc vous pouvez faire du tir. Ça peut être une alternative, d'alterner les deux. Je ne sais pas si j'ai été clair. De temps en temps, ça peut être une alternative. Par contre, il faut qu'il soit autonome derrière, parce que vous ne pouvez pas gérer et le shooting et les exos de muscu. Donc voilà. D'autres questions un peu sur le circuit muscu? Oui. Pas forcément qu'il faut s'apprendre. En plus de tous les exercices de renforcement, est-ce que les choses elles étaient toutes soit strappées, soit protégées? Et du coup, au terme de la compétition, combien il y a eu de blessures? Alors moi, je ne vous en avais pas parlé, mais ma fierté de cette campagne, je n'ai eu 0 encore. Donc je suis contente, sachant que, après, à la différence de l'année dernière, j'en ai eu 2-3, mais est-ce que c'est lié à mon circuit de proprio, renforcement, si on pouvait savoir à quoi c'était lié, mais cette année, j'ai eu aucune bobologie. Oui, mais... Donc, mais j'ai eu aucune... D'habitude, j'ai toujours 2 entorses dans des matchs, comme on joue 9 matchs en 12 jours, et là, j'ai eu 0 entorse, sachant qu'il y en a... Il y a la grande Abigail là, qui a des chevillères aux 2. Donc il n'y a que elle qui a des chevillères aux 2. Les autres, elles n'ont pas de chevillères ni de strap. Voilà. C'est une question intéressante. Si vous avez des gens qui sont strappés ou des chevillères, c'est intéressant de faire la proprio sans le strap et sans la chevillère. Voilà. Et l'idée, c'est de s'en séparer après. Sauf si pathologie ou carence ou déséquilibre qui fait qu'il faut qu'elle porte la chevillère. Mais du coup, Abby, quand elle faisait l'exercice, elle faisait tout sans sa chevillère. Sans ses chevillères, on est d'accord. D'autres questions? On va finir par une sorte d'échauffement activo-dynamique. C'est là où tu vas peut-être travailler un peu plus, t'assouplir un peu. L'idée, c'est d'enchaîner à la fois un travail de stretching et un travail de mobilité. Donc je vais t'inviter à te mettre là. Tu vas commencer à te mettre sur les mains, à descendre. On va commencer un peu par les mollets et les chevilles. Tu vas pousser 10 fois sur les pointes de pied. Donc tu gardes ton dos bas et tu pousses 10 fois sur les pointes de pied. Voilà. Donc là, ça prépare... Ça craque chez toi. Ça prépare un peu les chevilles. Après, un peu plus dur, tu vas mettre ta jambe gauche sur ta jambe droite, tu vas mettre sur qu'une seule jambe. Voilà, tu vas pousser 5 fois. Donc c'est à froid, moi je le fais quand on commence les échauffements. Tu changes de côté. Voilà. Et après, donc on peut faire 10 fois des 2, 5 et 5, comme vous voulez. Tu te redresses, tu te mets debout. Et après, simplement marcher, dérouler sur la pointe de pied. Et souvent, en fait, elles se mettent par 2 et l'autre, elle fait aussi des exercices de dribble, d'aisance avec le ballon. Vous pouvez intégrer différentes choses. Elles sont en aller-retour. Voilà. Deuxième exo, tu peux rester là-bas. On va faire les ischios. Tu vas venir te pencher devant. Donc, on va rester 10 secondes. Voilà, on change, 10 secondes. Et maintenant, il va venir marcher tranquillement. On n'est pas sur du cardio. Tu vas venir lancer ta jambe doucement devant. Donc si tu es plus ou moins souple, on y va dans le contrôle. Voilà. Tu vas essayer de garder le dos droit. Voilà.
Voilà un peu pour les ischios. Maintenant, tu vas te mettre au sol, un peu d'étirement du psoas. Tu vas mettre ta jambe là, tu vas venir descendre, 10 secondes. Ça étire quadri et psoas. On change de côté. Voilà. Et après, tu te mets debout. Tu vas traverser tranquille. Tu vas marcher. Je m'étire. Voilà. Voilà. Vas-y, marche. Donc c'est souvent en phase d'aller-retour. Vous pouvez greffer d'autres choses à côté. Nous, on le fait à froid. Ça prend 10 minutes. Quand je les récupère à froid. Non, on fait sur demi-terrain. Ou alors, si je les mets par 3, il y en a qui font... donc, il y en a une qui s'étire et une qui fait le demi-terrain. Et des fois, il y en a une troisième où le coach il fait un travail d'aisance. C'est pour ça que je vous parlais de travail d'aisance. Et après, elle tourne, en fait. Toujours sur demi-terrain. Ça suffit. Demi-terrain, ça suffit. Et généralement, en nombre de répétitions, pour vous donner un indicateur sur les étirements, ça peut aller de 6 à 8, mais pas plus. Deuxième exo. Donc, tu vas venir te descendre. Donc là, le repère, c'est le genou sous la cheville et derrière d'avoir 45 degrés. Les raids, ils vont être là. D'accord? Donc, essayez de les faire descendre. Voilà, on va rester 10 secondes. Tu vas changer de côté. Très bien, 10 secondes. Maintenant, je vais lui demander de marcher, de descendre en fente, de venir fléchir. Le genou, il ne touche pas le sol. Et je me redresse. Et là, s'il fait des fentes, quand je le fais en échauffement, il va en faire 5 ou 6. Ouais, non, vas-y. Moi, j'ai trop peur de faire des fentes parce que finalement, quand j'étais joueuse, je ne sais pas si je vais placer ça à un mauvais moment, mais pour le traverser, là, il y a des trompes énormes pour voir. Mais c'est une bonne remarque. Il est vrai que pour les grandes personnes, c'est très sollicitant, donc peut-être qu'elle va descendre moins, et peut-être qu'elle en fera que 4 au lieu de 6 répétitions. Mais c'est important d'y aller quand même à ces amplitudes-là. Donc elle prenne son temps, moi ma grande elle prend mon temps, elle fait l'exercice, elle fait 3-4 pas de plus que les autres. Il n'y a pas de risque. Plus grande amplitude, donc j'ai fait plutôt plus de répétitions, mais l'amplitude peut-être. J'aimerais qu'on ne change pas l'amplitude. De toute façon, si ta personne elle est raide, elle ne va pas descendre plus que ça. Elle ne va pas descendre plus. Donc, si elle est là, tant pis, elle descend là. Celles qui sont un peu plus souples, elles descendent davantage. Voilà. Mais l'amplitude reste la même. On ne va pas restreindre les appuis, si j'ai répondu à ta question. Mais par contre, on en fait moins. Elle en fera 4. Elle le fera naturellement d'ailleurs. Bon, c'est d'avoir l'idée quand tu cours, tu es au maximum. Donc, c'est les repères que je te donne. Moi, c'est genou, cheville dans l'alignement. Et mon genou à 45 degrés derrière. Dans cet exercice de déplacement, il n'y a pas genou au sol. D'accord? Parce que là, je renforce aussi un peu à ce niveau-là. Par contre, tout à l'heure, quand il s'est tiré, on pouvait mettre le genou au sol. Souvent, c'est désagréable pour des gens. Moi, ça me fait pas mal. Mais souvent, ça fait mal aux gens de mettre un genou au sol. Donc, soit vous mettez un tapis, ou soit vous lui demandez de ne pas mettre le genou au sol. Voilà. Ouais. Un petit peu tout le temps, ouais. C'est vrai qu'une fois, ne serait-ce qu'une fois par mois, si le lendemain, on marche en plein air, on a l'impression d'avoir fait. Et ça, je pense que c'est justement. C'est important de faire un petit peu. Moi, je sais qu'elles me maudissaient parce que les grandes, elles en avaient marre de. Elles n'avaient pas l'habitude de le faire. Donc, les filles, quand même, elles savaient, elles me voyaient. Moi, je suis souple, donc je suis allée dans ces choses-là, mais elles, ça les met, je te rejoins, dans des positions qui peuvent être inconfortables. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Dans ces cas-là, tu en fais moins. Tu fais moins, tu prends ton temps peut-être. Ok, je descends moins, je sens que ça tire là, que ça contracte, et j'en fais que 4. Et la prochaine fois, j'en ferai un peu plus parce que j'aurai gagné un peu en souplesse ou je me serai un peu plus renforcée. Marcher en, voilà. Ah ouais, ça c'est sûr. Si tu veux, ça va être très fatigant et sollicitant, et après la qualité d'exécution va être moindre. Donc ça ne m'intéresse pas si tu veux.
L'idée là, c'est vraiment s'assouplir, être capable de s'assouplir aussi, d'être en iso et de tenir. Je me relâche et après je me reprépare. Peut-être qu'il y avait des comptes parce que tu les enchaînais aussi, je sais pas. Ah, si on enchaîne tout terrain, c'est horrible. Hein. Si on enchaîne tout terrain, c'est horrible. Moi, je suis sur des... Je vous le démontre là, mais je suis sur des demi-terrains. Et jamais je vais aller au-delà de 6. De la même manière, quand je fais mes mouvements balistiques, ça en fait à peu près 5-6, pas plus. D'accord ? Par contre, l'idée, si on ne fait pas de la quantité, c'est un petit peu tout le temps. Pareil, j'ai peut-être un protocole que je peux mettre, qui va prendre 5 minutes, qu'elles peuvent faire avant. C'est mieux avant, mais également qu'on peut faire après. Parce que notre activité nous amène toujours dans des amplitudes importantes, mais on ne s'y prépare jamais en fait. On ne s'assouplit jamais et on ne pense pas à se renforcer à ces angles-là. Je vais te demander de descendre 5 fois en squat. Moi, des flexions, j'en fais tout le temps à échauffement, à peu près 20. C'est-à-dire qu'en plus des circuits muscu, quand je les ai en échauffement, je leur fais faire au moins 20 flexions, sous différentes formes. Là, il va en faire 5. Et après, il va continuer à marcher. Il va venir faire un petit travail de proprio, extension qu'on a fait tout à l'heure, avec le genou légèrement fléchi. Non, s'il reste là, ça suffit. Dans le basket, on est là. Il n'y a pas lieu de descendre en dessous, les fesses en dessous des genoux. Donc là, ça suffit. Après, il y en a, ils ont du mal. Mais déjà, là, c'est déjà bien. Parce que quand on est sûr que si je décolle les talons... Il n'y a pas d'indication par rapport à ça. Ceux qui sont raides, ils vont forcément décoller les talons et aller plus en avant. Par contre, le repère que je donne à chaque fois, je vais me mettre là, c'est que quand je réfléchis, ce n'est pas mes genoux qui partent en avant, mais c'est bien mes fesses qui partent en arrière pour être stable. Donc c'est un repère qu'il faut donner. Des fois, c'est vite compris, donc les filles, elles arrivent bien, elles ont compris. Des fois, si elles partent en avant, c'est parce qu'elles sont raides au niveau du dos et qu'elles n'ont pas assez de force. Donc leur faire prendre conscience, c'est surtout chez les garçons que c'est problématique. Il faut fléchir et descendre et mettre le bassin en arrière. Voilà. Adducteur, tu vas venir mettre sur le côté. Là, tu peux même poser ton genou. Voilà. Tu vas rester 10 secondes. Tu changes de côté. Il se redresse. Et là, je lui demande aux filles, toujours en marchant, hein, on n'est pas sur des cadences... je leur demande de faire un pas chassé, d'aller venir faire un côté et de l'autre, et je me redresse. Et après, je redescends. Parce que c'est inconfortable d'aller faire ça pendant une longueur. Et quand on est au basket, on est plutôt sur des séquences assez courtes et rapides. Donc, une fois que j'ai fait un travail d'étirement d'un côté, elles sont en marchant pas chassé. Elles en font 5. Allez, elles font l'effort de descendre. Et après, elles se redressent. Là, je suis debout. Et là, je fais l'effort de fléchir. Voilà. Mais c'est pas tout le long comme ça, parce qu'à la fin, ça va finir du comme ça après. Hein. Et après, on se baisse plus. Encore les adducteurs, ça va venir fléchir. Vas-y, reste comme moi, voilà. Tu pousses avec tes coudes. Tu mets tes mains au sol, donc on s'étire. L'étape ultime, c'est de décoller après. Et après, tu vas venir marcher tranquillement, les verrouilles au niveau des hanches, en intérieur, en extérieur, on fait un aller. Ça suffit. Dernier exo. On va venir fléchir. Donc, ce qui est important aussi par rapport au dos, c'est d'être capable de mobiliser son dos et d'être capable d'être en antéversion ou en rétroversion. Donc, je suis fléchi, je campe, je suis en antéversion et après, je rentre le bassin. Donc, j'en fais 4. Une fois que j'en ai fait 4, après, c'est je marche tranquille, je m'étire et je m'enroule. Et ça, je le fais 3 fois. Je marche et je m'enroule. Pour travailler un peu au niveau du bassin et au niveau du dos. Et là, j'ai fini. Et là, j'ai fini mon déverrouillage qui me prend 5 minutes, 10 minutes, ça dépend ce que j'y intègre dedans. Tu te sens soulagé de l'échauffement Donc voilà les exos d'assouplissement actifs qu'il faut faire régulièrement, à la fois pour les ischios, à la fois pour les adducteurs et autres. Est-ce que vous avez des questions diverses et variées? Est-ce qu'il y aurait des thèmes que vous auriez aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordés?
Alors c'est une bonne question. Quand je dis que j'intègre des exercices de dribbling, moi quand je fais de la préparation physique, il n'y a jamais de ballon. Parce que souvent les entraîneurs ils me disent, moi je fais de la PMA, oui, on fait le truc de lay-up là, et on est par 3 et on court partout. Non, c'est pas de la PMA, d'accord? Et le travail de vitesse, il ne se fait pas avec ballon non plus. Donc quand je dis qu'il y a des exos d'aisance, c'est soit on se met par 3, et l'entraîneur il fait un petit truc d'aisance à côté, mais moi j'ai mes 2 autres exos qui sont prépa physique. Voilà. Dès que j'intègre de ballon, la prise d'information elle est... Et je ne suis plus dans la qualité d'exécution. Après, si tu veux un peu jouer, tu peux aussi peut-être prendre un ballon et leur dire allez, je réfléchis, je fais 2 tours. Mais dès qu'il y a du ballon, je sais que ma côté prépa physique, il ne va pas être bien fait. Voilà. Pour moi, moi si je travaille de la vitesse, je vais travailler avec un départ sans ballon. Et dans ces cas-là, je capte le ballon et je finis par un lay-up. Donc je réponds à mes attentes de démarrage et de vitesse et à vos attentes de basket qui est de finir par un lay-up. Mais je ne fais pas de la vitesse en démarrant avec un ballon. Pour développer de la vitesse. On est d'accord? De la même manière, je ne fais pas un travail de PMA en faisant des exercices de lay-up. Je fais tout sans ballon. Je ne peux pas avoir la même cadence. C'est pas possible. Ok, ben je vous remercie.